Je salue parmi nous l'arrivée de Monsieur le député Klaus Goesgen, qui va intervenir. Merci d'être là. Merci. Et je donne la parole tout de suite à Sonia Maktouf. Je voudrais dire en un seul mot que je la remercie vivement. Il a été question qu'elle intervienne. Elle m'a donné son accord. Quelques heures après, elle a appris le décès de sa maman. Je voudrais lui renouveler mes profondes condoléances et la remercier d'être là en dépit de cette peine. Bonjour à vous tous. Merci, mon cher ami Mesri Haddad. Je vous remercie tous les organisateurs de ce colloque parce que il traite d'un sujet éminemment d'actualité. Dans un colloque consacré à la géopolitique et à des choix politiques, militaires et stratégiques, il paraît décalé de parler d'enfants. Alors c'est bien d'enfants que je souhaite parler prioritairement en évoquant au passage le cas de leurs aînés, des adultes. Il s'agit, oui, du cas par cas, comme l'a si bien évoqué M. Guénon, c'est-à-dire qu'il s'agit de ceux qui ont été emmenés sans leur accord, sans leur consentement en Syrie. Il s'agit également de ceux qui sont nés dans le califat et il s'agit également, et il faudrait le citer, vous l'avez cité en fin d'intervention, et je pense que c'est très important de l'évoquer, c'est le cas des enfants connus tristement pour être sur la liste des enfants soldats. Cerné par le raid, le terroriste Mohamed Merah, dès 2012, avait tracé la feuille de route du terrorisme, déclarant « Autant que vous aimez la mort, nous aimons, autant que vous aimez la vie, nous aimons la mort ». Tellement il est difficile de concevoir l'amour de la mort de cette manière. C'est bien de partisans d'une idéologie mortifère dont il s'agit. Il est donc légitime de s'interroger sur le sort de ces enfants qui demeure incertain. Et là, une des questions qui a été posée, et il faudrait la garder présente à l'esprit, est celle de savoir si ces enfants peuvent vraiment devenir des bombes à retardement. Il est tellement présent, cette question est tellement présente dans notre conscient collectif et à chaque fois que cette question est évoquée que mon intervention porte le nom et le titre « Contre la barbarie, la force du droit ». Pourquoi ? Parce que je crois profondément en la capacité du droit de se hisser au-dessus des aberrations humaines qui sont la guerre et le terrorisme, afin de condamner les bourreaux et rendre justice. Oui, c'est un mot que j'aime dire, rendre justice aux victimes. Daesh croit appliquer la justice divine, alors que nous, cet état de droit, nous incarnons l'état de droit. Nous incarnons l'état de droit, et c'est parce que nous incarnons l'état de droit qu'il nous faut rappeler, ça a été rappelé, et c'est justement rappelé, tout ce qui tourne autour d'un procès équitable et ce qui s'ensuit, à savoir les droits de la défense, le contradictoire et autant de droits qui se rapportent à un procès équitable. Tout ça semble inacceptable par les terroristes. Étant avocate d'un certain nombre de victimes, parties civiles dans le procès Merah, j'ai encore le souvenir de la première fois où Abdelkader Merah, le mentor et le complice du terroriste Mohamed Merah, avait, lors de sa première audition devant le magistrat instructeur, à la fin de l'audition, avoir rédigé à la main 5 lignes en langue arabe, demandant au magistrat instructeur de se convertir à l'islam et enfin insister sur le fait que sa justice est celle des hommes, alors que la sienne
est celle de Dieu et c'est la seule qui comptera. Bien entendu, ces propos-là sont repris par tous les terroristes qui ont été entendus, les complices ou même ceux qui gravitent autour d'eux. Le métier d'avocat qui est le mien m'impose d'étayer mon propos en vous exposant les raisons de droit et de fait. D'abord concernant les adultes, ensuite les enfants. D'abord, si vous permettez, je m'attarderai à chaque fois qu'il me sera possible sur certaines définitions parce que c'est ça aussi le sens du droit, parce que le droit c'est précis, c'est clair, le droit est écrit, c'est ce qui fait la différence entre notre droit positif français, le civil law et le common law, c'est ce qui fait la différence entre différents systèmes de droit. Nous sommes dans le droit c'est le civil law. Donc, on parlait, et M. Guénon avait évoqué tout à l'heure, pardon, parce que c'est le dernier en tête, donc j'en fais pas une fixation. Vous avez parlé des revenants et d'autres aussi ont parlé de revenants. Je souhaiterais m'arrêter 2 secondes pour dire qu'il ne s'agit pas. Il ne s'agit pas de revenants dans notre définition, mais de rapatriés. Les revenants, c'est ceux qui sont revenus par leurs propres moyens, seuls, entre 2016 et 2018, sans aucun cadre étatique, sans aucun cadre judiciaire, social. Donc c'est pourquoi on parle de rapatriés, puisque c'est l'État qui prend à sa charge de les rapatrier et de les mettre sous qu'ils soient judiciarisés pour ceux qui, par exemple, sont des enfants comptés comme des enfants soldats, ceux dont les enfants, ceux dont les parents sont revenus avec eux, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a 2 ou 3 depuis mars 2019. Donc, on parle ici, si vous voulez bien, on va retenir la définition de rapatrié, puisque c'est l'État qui s'en charge. Donc, j'entends bien les arguments par-ci, par-là développés, je les comprends, je les respecte même, puisque je ne peux les ignorer, s'agissant de sentiments de peur et de colère. Mais cette peur et cette colère, il arrive parfois qu'elles constituent une conviction politique, voire partisane, et c'est pourquoi je m'exprime en tant qu'avocate, en tant que femme de loi, en tant qu'avocate de famille de victimes du terrorisme qui, depuis 2012, a entendu leurs paroles, la parole de ces victimes du terrorisme qui viennent à moi avec leur terrible cortège, comme l'aurait dit André Malraux. Les premières victimes que j'ai eu l'honneur de défendre étaient des militaires, des membres de nos forces armées, debout pour ne pas céder au terrorisme. Mais ensuite, il y a eu des civils, de nombreux. Il y a eu ceux qui sont tombés parce que juifs. C'était à l'école aux Aratora en 2012. D'autres ont été assassinés pour le seul crime d'avoir décidé d'aller s'amuser dans une boîte de nuit la veille du réveillon de 2017 à Istanbul, dont je représente le couple franco-tunisien qui a laissé un enfant à l'époque âgé de 6 mois, qui est aujourd'hui pupille de la nation. Si je dis qu'il faut rapatrier ces djihadistes, c'est parce que je l'entends. Je l'entends de la voix des survivants, des parents, qui ne cessent de me dire et de me poser une seule et même question qui résonne encore en moi, celle qui consiste à savoir dans quelles circonstances leurs enfants ont-ils été tués, par qui, comment, qu'est-ce, seront-ils punis un jour, les arrêteront-on un jour, car il ne faut pas se tromper. Oui, la justice irakienne est compétente, et je ne rentrerai pas dans un débat juridique, elle est compétente territorialement pour certains terroristes qui ont commis des attentats sur le territoire syrien. En revanche, parmi eux, je voudrais citer ceux qui ont commis ou qui sont en relation de près ou de loin avec des attentats commis sur notre territoire, qui sont entre les mains des forces kurdes. Dans la liste de 20 personnes condamnées à mort en Irak, j'ai pris le soin d'examiner les noms, nom par nom. Il y a plus de la moitié qui sont en relation avec des attentats commis ici, au Bataclan, à l'Hypercacher ou ailleurs. Je ne citerai que deux noms, Léonard Lopez ou Kevin Kono.
ont en relation avec Fabien Klein la voix de la revendication des attentats du 13 novembre, ami de celui qui a commis des attentats au musée juif à Bruxelles. C'est des personnes qui sont en relation avec ces terroristes, qui ont tourné le dos à la France, qui ont décidé de combattre leur propre patrie. Par ailleurs, ces djihadistes sont par ailleurs majoritairement frappés par des mandats d'arrêt internationaux émis par des juges français. Pourquoi faut-il ne pas exécuter les décisions de ces juges français qui ont travaillé, qui ont trouvé des relations, des liens et qui ont cru opportun, voire nécessaire d'entendre ces personnes et ont émis ces mandats internationaux? Je rappelle juste un point de droit que pour l'application de ces mandats d'arrêt internationaux, il n'y a même pas besoin qu'il y ait des conventions bilatérales pour que cette convention soit applicable. Il suffit que ce mandat d'arrêt ait été émis pour que, même dans un pays où nous ne sommes pas liés par un accord bilatéral, que le mandat émis par le magistrat français soit exécuté. Pourquoi empêcher nos services de renseignement? On parlait de l'éminent travail et je ne peux que le saluer ici à travers les différents dossiers que j'ai à traiter depuis 2012, en passant par l'Hypercacher, Charlie Hebdo, Nice, Istanbul. Il y a un travail qu'il faut saluer, qu'on ne soupçonne pas. Il est exceptionnel, ce travail, parce que je le lis dans les dossiers et dans les notes fournies par nos services de renseignement. Pourquoi empêcher nos services de renseignement de débriefer ceux qui ont participé à des attentats ici en France? Pourquoi nous priver d'éléments qui pourraient éviter que d'autres attentats puissent être commis sur le territoire français? Je parlais tout à l'heure de la voix des victimes, et c'est de cette voix que je voudrais parler. Et c'est cette voix qui m'inspire, parce que je suis avocate de victimes de terrorisme, et cette voix qui m'inspire pour avancer et pour expliquer et étayer ces raisons de fait et de droit. Alors, on nous dit qu'en Irak, c'est les standards, et je laisse la responsabilité à Monsieur Le Drian, Monsieur le ministre Le Drian, qu'il s'agit bien de procès équitables qui se sont déroulés sur le territoire irakien. S'agit-il de standards internationaux qui réglementent et définissent une justice équitable? Cela, pour être honnête, me semble pas complètement acquis. Pourquoi je dis cela? Il ne s'agit en rien ou d'une quelconque manière d'empathie ou d'indulgence envers ces terroristes. Il ne s'agit pas d'empathie ni d'indulgence envers ces terroristes. Il s'agit tout simplement de donner à la force de loi le cadre pour s'appliquer. C'est bien de l'article 113-13 du Code pénal français qui a permis qu'une disposition y soit rajoutée depuis 2012, référence qui vous rappelle les attentats du terroriste Mohamed Merah en 2012. L'article du Code pénal 113-13 a été rajouté. Pourquoi? Pour permettre à nos juges français de juger et condamner des ressortissants français, voire même, selon les dispositions de cet article, des personnes résidant régulièrement sur le territoire français qui seraient impliquées dans des délits ou des crimes en relation avec le terrorisme. Donc, pour montrer que nous avons les crins, et comme vous l'avez rappelé, monsieur le député, nous avons les lois qui permettent. La France est un grand pays, j'en suis fière tous les jours, et à chaque fois que je lis les codes ou les traités, je ne peux qu'être fière de voir que notre état de droit, notre pays qu'est la France, a un arsenal juridique et judiciaire qui permet on en parlera si vous voulez, qui permet de faire face à des bandes de terroristes, de lâches qui veulent semer le terrorisme sur notre pays. Ils n'y arriveront pas. Alors, comment le faire? Faut-il le faire devant les tribunaux français, face à une opinion farouchement opposée? Je comprends.
Je comprends surtout ceux qui défendent des idées partisanes. Je suis devant vous n'appartenant à aucun parti politique, à qui que ce soit. Je suis devant vous en tant qu'avocate, femme de loi, et je me dois, parce que notre conscience collective exige qu'on se dise les choses pour avoir bonne conscience. Oui, la loi nous le permet, la loi nous l'exige même. Et oui, je comprends que l'opinion publique est farouchement contre le retour et le rapatriement. Je l'entends, je comprends que pour des raisons politiques, il faut se prémunir pour avoir des chaises au Parlement ou siéger en tant que chef d'État, mais peut-être faut-il, à l'instar des tribunaux ad hoc à portée géographique, puisque la Cour pénale internationale a démontré ses limites, peut-être qu'il faudrait réfléchir à la création d'un tribunal international. Ça sera un tribunal ad hoc non pas à portée géographique comme ça a été le cas pour l'ex-Yougoslavie, pour le Liban ou pour le Rwanda, mais réfléchissons peut-être à la création d'un tribunal international thématique et auquel cas on pourra, tout en préservant ses propres intérêts partisans, punir ces personnes-là. S'agissant d'enfants, je voudrais reprendre quelques idées. On en parlera plus longuement si vous le souhaitez. Il s'agit, comme ça a été rappelé depuis le début de ce colloque, que nous avons affaire à des enfants qui ont subi les choix de leurs parents ou qui sont nés sur place, et que pour autant, il n'est pas question de leur faire subir les conséquences des choix insensés, criminels de leurs parents, et même partis contre leur gré. Depuis plusieurs années, même nés dans le califat, ces soldats, c'est le lapsus, ces soldats, ces enfants sont français, et rien ne peut retirer à ces enfants le fait d'être français. Ces enfants ne sont pas seuls au monde, puisque ces enfants ont des familles en France. Le mois de mars, j'ai une petite fille qui est revenue. Je rappelle que, étant avocat des familles de victimes, je ne représente que des grands-parents dont les petits-enfants sont orphelins de père et de mère, parce que je ne défendrai pas, pour des questions personnelles, en respectant la défense de terroristes, parce que l'état de droit exige que n'importe qui ait droit à une défense, mais étant avocat de victimes du terrorisme, je ne représente que des enfants orphelins de père et d'enfants, et de père et de mère. Et notre engagement envers ces enfants porte un nom. C'est celui de la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée en 89 et ratifiée en 90. Le monde entier l'a ratifiée à l'exception d'un pays, c'est les États-Unis. Ces dispositions en force de loi, c'est important de le rappeler, ces dispositions dans notre pays en force de loi. Laisser de côté cette convention internationale ratifiée par la France serait abandonner ces enfants à Daesh. Je rappellerai que Fabien Klein, la voix des attentats du 13 novembre, le soir des attentats et suite à des auditions sans violer le secret de l'instruction, puisque ça a été rendu public par des journalistes, des personnes mises en examen dans le cadre des attentats du 13 novembre ont avoué devant le magistrat instructeur que du fait de leur proximité avec Fabien Klein, il y avait un projet auquel ils devaient participer pour la création, et parce que Fabien Klein rêvait en lionceau du califat. Il voulait que ses enfants deviennent des lionceaux du califat qu'on enverrait sur le territoire français, voire européen, pour commettre des attentats. Heureusement, Daesh n'aura pas eu le temps d'en faire les lionceaux du califat, mais peut-on risquer là-bas, parce que, à notre risque, que je souhaite évoquer pour expliquer pourquoi il ne faut pas prendre ce risque, même s'il est contraire même s'il est contraire aux intentions partisanes et politiques de certains, on sait que les Kurdes, et vous le savez, ça a été révélé, les Kurdes ont libéré des djihadistes en échange de la libération de membres de leurs forces armées. Alors, peut-on voir et accepter le risque que des enfants fassent l'objet d'échanges ? C'est pourquoi
il en va de notre sécurité et aussi de la nécessité de pouvoir garder la main sur ces enfants, savoir où ils sont et ne pas leur éviter une judiciarisation, s'il est nécessaire de les judiciariser, ou une prise en charge sociale. C'est pourquoi je considère que leur place, elle est en France parce qu'ils sont français. Selon le Code civil, un enfant né de père et de mère française est français. D'autant que, je le disais tout à l'heure, nous disposons d'un arsenal juridique fourni et détaillé et que nos institutions judiciaires et sociales le permettent. D'ailleurs, une circulaire du Premier ministre du 23 février 2018 donne des instructions claires et précises quant aux modalités de la prise en charge de ces enfants. Nos juges pour enfants ont la charge de les placer soit dans des foyers, soit dans des familles d'accueil. Les juges pour enfants qui sont spécialisés en la matière privilégient le recours à des familles d'accueil qui sont volontaires et spécialement préparées pour cela. Je voudrais également citer l'aide sociale à l'enfance qui intervient de droit. L'aide sociale à l'enfance intervient de droit pour la prise en charge de ces enfants. Aucun contact n'est établi à partir du moment où ces enfants sont revenus du fait du cadre établi par l'État. Aucun contact n'est établi avec ces enfants jusqu'à l'aboutissement d'une enquête fournie de la police et de nos services de renseignement pour éliminer tout risque de voir ces enfants confiés à des grands-parents qui seraient potentiellement radicalisés ou qui pourraient le devenir. Ce sont, comme je le disais tout à l'heure, des rapatriements encadrés, organisés par l'État, qui n'ont rien à voir avec ceux effectués entre 2016 et 2018. Je cite un cas, des mamans sont revenues avec leurs enfants et ils se sont retrouvés dans des Burger King et autres à l'arrivée de l'aéroport. Les mamans n'ont pas été judiciarisées. C'est ça pour moi le danger, c'est de ne pas les prendre en charge, ne pas les judiciariser, ne pas les suivre. Enfin, je voudrais juste rappeler, parce que je l'ai dit, mais je voudrais le concentrer dans cette réflexion, ces rapatriements sont l'ultime expression de notre état de droit et, en tant que tels, ils sont notre plus grande victoire contre le terrorisme. Merci.